Bonjour à tous, bienvenue à tous et à toutes dans ce premier Café Crohn. Pour ce premier épisode, nous allons aborder la thématique de l'optimisation de la prise en charge nutritionnelle de la maladie de Crohn chez l'enfant avec le partage d'expérience de l'hôpital Necker à Paris. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui notre oratrice Émilie Foucard qui animera ce webinaire avec moi. Émilie Foucard est diététicienne nutritionniste et travaille depuis 8 ans dans le service de gastro-entérologie et nutrition pédiatrique de l'hôpital Necker, l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Émilie a une très bonne expérience de la prise en charge de ce type de patients. Ce service est reconnu pour son expertise dans la prise en charge des patients pédiatriques atteints de MICI, avec une file active d'environ 600 patients. Pour rappel, les MICI sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui comprennent à la fois la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Alors, quelques modalités pratiques avant de démarrer. Je vous recommande de vous mettre pour bien profiter de ce webinaire en plein écran pour avoir une meilleure visibilité. Nous aurons tout au long de cette session des quiz. Émilie a préparé un certain nombre de questions, des quiz interactifs auxquels vous pouvez participer dans l'onglet quiz. Je vous invite à y participer pour plus d'interactions. Vous pourrez également poser vos questions via l'onglet questions et réponses tout au long de la session. Nous avons réservé un temps à la fin de cette session pour y répondre. Voilà, je passe désormais la parole à Émilie. Bienvenue Émilie, et c'est à toi de jouer. Merci, bonjour à tous. Pour commencer, je tiens à remercier le laboratoire Nestlé et plus particulièrement Nadège de me permettre d'animer ce premier Café Crohn avec vous. Et on va partir donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, je vous propose un petit cas clinique. Donc, on va prendre l'exemple de Lucas, 15 ans, qui vient consulter à Necker pour la première fois en novembre 2022. Il a une perte de poids de 10 kg et des douleurs abdominales importantes depuis 1 an. Il a du mal à manger avec un appétit fluctuant. Il a une dysphagie avec une sensation de blocage et de vomissement quand il se force à manger. Un poids de 38,6 kg, ce qui correspond sur la courbe de poids et de taille à -2 en dérivée standard. Il a une taille de 1,58 cm et demi et qui correspond sur la courbe de la taille à 1,7 dérivée standard. Il est en classe de seconde, mais lors de la consultation, il nous dit qu'il ne peut plus aller en cours en ce moment à cause de ses douleurs. Il a 2 selles par jour, dont la nuit. Nous, pour nous, le fait qu'il y ait des selles la nuit, c'est un critère de gravité. Son bilan biologique montre une CRP à 86,9 mg par litre pour une norme inférieure à 5, une albumine à 29,2 pour une norme entre 35 et 50, et une ferritine, pour le coup normale, à 113 microgrammes par litre, mais attention parce que la ferritine peut être un peu faussée quand la CRP est élevée. La calprotectine est de 2210 microgrammes par gramme pour une norme inférieure à 50, sachant que la calprotectine, c'est un marqueur de l'inflammation qu'on retrouve dans les selles. Et il a eu un examen endoscopique avec biopsie en octobre 2022, donc juste 1 mois avant la consultation où nous, on le voit, où là, il a eu le diagnostic de la maladie de Crohn avec une atteinte iléosécale. Je vous ai tracé un petit peu sa courbe qu'on a repris en fonction des points sur son carnet de santé. Et on l'a mis sur notre logiciel. Et du coup, le dernier point que vous voyez en vert, c'est le point lors de la consultation. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une perte de 3 couloirs au niveau du poids et de 2 couloirs au niveau de la taille. Donc là, on a clairement une cassure staturo-pondérale importante chez ce patient. Et donc là, on peut se poser un peu la question, quel est l'état nutritionnel de Lucas au moment de la consultation quand on le voit? Donc évidemment, on va tout de suite penser à la dénutrition. En tout cas, on va vérifier si c'est le cas. Donc vous avez les critères phénotypiques. Un seul critère suffit. Là, pour Lucas, on est clairement sur le cas d'une perte de poids supérieure à 10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Donc un seul suffit, mais on peut aussi voir, on a dit qu'il avait perdu 3 couloirs de poids, donc on est aussi dans ce critère-là. Pour les critères étiologiques,
idem, un seul critère suffit. Mais là, on est clairement dans une situation d'agression parce que sa maladie est active. Et ensuite, on va déterminer la sévérité de la dénutrition pour savoir s'il est plutôt sur une dénutrition modérée ou sévère. Et là, dans notre cas, Lucas a une perte de poids supérieure à 15% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Donc, on est sur le cas d'un patient qui arrive en consultation, début de diagnostic de la maladie et qui est en état de dénutrition sévère. On avait aussi l'infléchissement statural avec une perte d'au moins un couloir, mais lui, c'était 2 pour sa taille. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on est bien dans la situation de la dénutrition sévère. Je vous ai mis l'arbre décisionnel pour la prise en charge de la dénutrition. Donc, comme là, nous, on est sur un cas de dénutrition sévère, ce qui est recommandé, c'est la nutrition artificielle, si possible, en première intention, à partir du moment où le tube digestif est fonctionnel, ce qui était le cas de notre patient. Donc, on propose la nutrition entérale, normalement, si possible, en tout cas, d'une durée inférieure à 3 mois. Selon l'arbre décisionnel, on va proposer de passer cette nutrition entérale sur sonde nasogastrique, mais on va voir qu'on va peut-être pouvoir lui proposer autre chose. Pour rappel, du coup, les recommandations de l'ECO, l'ESGAN et de l'ESPEN recommandent que chez l'enfant atteint de la maladie de Crohn luminale active, la nutrition entérale exclusive est recommandée comme traitement de première intention pendant 6 à 8 semaines pour introduire la rémission. Et la nutrition entérale exclusive et efficace est peut-être recommandée comme traitement de première intention pour induire une rémission chez les enfants et les adolescents atteints de maladie de Crohn active, légère à modérée. Alors là, vous allez pouvoir commencer à participer avec cette petite question. Donc, vous aurez le quiz en bas à droite de l'écran. À votre avis, quel traitement proposez-vous à Lucas? En petit A, on a une corticothérapie péros ou intraveineuse, un anti-TNF, un repos digestif et une nutrition parentérale, la prise de modulène ou une diète élémentaire. Du coup, je vais vous partager les résultats. C'était bien la réponse du modulène qu'on préconise en première intention, en tout cas nous, à Necker. Sous quelle forme proposez-vous le modulène? Alors, une autre petite question pour vous. À boire en complément de l'alimentation habituelle, sur sonde nasogastrique en nutrition nocturne en complément d'une alimentation habituelle. À boire en nutrition entérale exclusive sans aucune autre alimentation à côté. Sur sonde nasogastrique en continu sur 24 heures sans aucune autre alimentation. Alors, ce qu'on va recommander, c'est à boire en nutrition entérale exclusive sans aucune autre alimentation. On va voir après combien de temps. À votre avis, 2 semaines, c'est déjà peut-être assez dur, donc à vous de voir. 2 semaines, 3 à 4 semaines, 6 à 8 semaines ou pendant 6 mois. Nutrition entérale exclusive sous forme de modulène où on ne mange rien d'autre à côté, selon les recos ou en tout cas ce qu'on pourrait pratiquer nous. À votre avis, on vous laisse quelques petites secondes pour répondre. 2 semaines, 3 à 4 semaines, 6 à 8 semaines ou 6 mois. Donc, effectivement, c'est plutôt 6 à 8 semaines, comme on vient de le citer juste avant sur les recos de nutrition entérale qui sont recommandés par l'ESGAN, etc. Donc, 6 à 8 semaines de nutrition entérale exclusive sous modulène. Ça, c'est les recos. Et après, on va voir un petit peu en pratique comment ça se passe. Je vous ai mis un peu un schéma d'une prise en charge de découverte de maladie de Crohn à Necker en consultation. Donc, moi, je suis en consultation en binôme avec le médecin. Et là, on voit un peu qu'est-ce qui se passe. Si on est dans l'idée de vouloir introduire la nutrition entérale, si c'est possible, si le patient veut bien, etc., on va commencer déjà à lui poser la question à savoir si le patient il aime bien le lait.
parce qu'en fait, s'il déteste le lait, ça va quand même être compliqué, parce que je vous rappelle, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, le Modulène, c'est un produit de nutrition entérale, donc on peut boire. Alors, on peut le passer par sonde, mais en tout cas, il est assez bon pour qu'on puisse le boire. Ça a globalement le même goût que du lait de vache classique. Le petit inconvénient, simplement, c'est qu'on ne peut pas le chauffer pour ne pas perdre l'anti-TNF. Mais on peut totalement le boire comme ça. Mais encore faut-il que le patient aime boire du lait, sachant que c'est température ambiante, mais ça ne peut pas être chauffé avec un petit Nesquik, etc. Et donc, si le patient nous dit oui, bon, ok, on va essayer de s'assurer si vraiment il arrive à le boire. Donc, s'il est en hospitalisation, on va sur 24-48 heures lui proposer du Modulène en plus de son alimentation pour voir s'il arrive à boire la quantité souhaitée de Modulène. Si c'est 2 gorgées, ça ne va pas suffire, donc on considère que ce n'est pas possible. Et sinon, si ce n'est pas envisageable, et pareil en consulte, en fait, on les rappelle 2-3 jours après la consultation pour voir si à la maison, le temps qu'ils récupèrent la boîte de Modulène à la pharmacie, qu'ils fassent leur petit test, comment ça se passe, si c'est OK pour eux de boire la quantité recommandée. Si ce n'est pas possible, dès le début, on part sur une prise en charge avec des corticoïdes Péros pendant 8 semaines, un peu en traitement d'induction, enfin en traitement vraiment en première ligne. Et ensuite, on mettra en place le traitement de fond, soit par anti-TNF, immunosuppresseur et les conseils diététiques. Si le patient nous dit oui, oui, ok, j'aime bien le lait et puis c'est bon, j'arrive à en boire un peu plus que 2 gorgées, on le laisse repartir à la maison comme ça et la diététicienne appelle le patient au bout de 2 à 3 jours pour refaire le point, savoir si c'est toujours OK pour lui de continuer, si ça lui convient et quelle quantité de Modulène il arrive à prendre, sachant qu'on veut se rapprocher au plus de la quantité recommandée. Donc, si à ce moment-là, il nous dit, bon, écoutez, en fait, je suis rentrée à la maison, c'est cool, mais au final, je suis désolée, j'arrive pas à boire la quantité que vous me demandez, il n'y a aucun problème. Au bout de 2-3 jours, on le repasse sur les corticoïdes pendant les 8 semaines, comme on a vu précédemment. Si c'est OK pour lui, on part sur un objectif de garder le Modulène en exclusif, avec aucun autre aliment à côté, pendant 2 semaines. Après, on refait un point avec lui. Alors, soit il est gravissime comme notre petit Lucas, et du coup, on va le revoir en consultation 2 semaines après parce qu'on était un peu inquiet de le laisser repartir à la maison comme ça. Soit sinon, en principe, on revoit les patients en suivi tous les 3 à 4 mois. Et donc, entre-temps, là, au bout de 2 semaines, soit on le revoit en consulte, soit la diète le rappelle pour refaire encore un petit point, savoir comment ça se passe. Les 2 semaines de Modulène exclusif, sans manger, je vous rappelle qu'on est en pédiatrie. Voilà. Donc là, soit le patient nous dit, bon, écoutez, en fait, j'en ai marre, je n'arrive plus à le boire, c'est trop pénible, etc. On peut lui proposer de passer le Modulène en sonde nasogastrique pendant encore 6 semaines. Mais ça, en pratique, on ne le fait pas vraiment. C'est une proposition, c'est un choix, on peut le proposer aux patients, mais en pratique, on ne le fait pas parce que ce n'est pas toujours bien reçu de la part du patient et de sa famille d'aller à l'école avec le Modulène, la sonde, le sac à dos, voilà. Mais c'est une possibilité. Ou alors, corticoïdes pendant 6 semaines pour rattraper un peu le schéma d'au-dessus quand il ne voulait pas du Modulène, et puis le traitement de fond ensuite. Et s'il est toujours partant pour continuer et qu'en fait, ça lui convenait très bien, on a plusieurs patients dans ce cas-là, on lui propose de poursuivre le Modulène exclusif comme il a déjà fait pendant 2 semaines, encore 6 semaines. S'il nous dit, bon, le Modulène, c'est OK, par contre, je n'arrive pas du tout à boire les 2-3 litres que vous m'avez demandé, j'arrive à boire 1 litre, 1,5 litre, mais pas plus. Dans ce cas, on va lui proposer le régime CDED, phase 1, pendant 6 semaines. On pourra en reparler un tout petit peu après du principe de ce régime. Et au bout des 6 semaines, on regarde si le patient il est en rémission clinique. S'il ne l'est pas, on s'arrête là et il prend son traitement de fond avec anti-TNF ou immunosuppresseur, plus les conseils diététiques, il remange ce qu'il veut et globalement, on ne force plus sur le Modulène.
Enfin, on force jamais, c'est toujours en fonction du souhait du patient. Mais en tout cas, voilà. Le patient est-il en rémission clinique? Oui. Et s'il veut continuer la prise en charge un peu nutritionnelle, et que c'est OK pour lui, dans ce cas, on peut passer ensuite, vu qu'il aura eu ces 2 semaines de Modulène exclusif, plus ces 6 semaines de CDED phase 1, on passe en CDED phase 2, avec l'introduction de nouveaux aliments, pendant 6 semaines. Puis, s'il est toujours en rémission, qu'il est toujours partant pour continuer, etc., on peut poursuivre le protocole avec le CDED phase 3, le temps de la rémission du patient. Donc là, ça peut être 8 mois ou plus ou moins. On prend ce que le patient accepte. Et sinon, on repart sur le traitement de fond et l'anti-TNF et les conseils alimentaires associés. Voilà un peu pour vous faire un schéma probablement clair et récapitulatif de ce que nous, on propose. L'intérêt de la nutrition entérale par Modulène, on va faire les avantages et les inconvénients. Donc, l'avantage, c'est que c'est un produit anti-inflammatoire. Il induit une rémission similaire aux corticoïdes avec une diminution du score clinique, le PCDAI et de la CRP. Et il induit une rémission supérieure aux corticoïdes sur la cicatrisation muqueuse et intestinale. C'est un produit isocalorique, donc ça veut dire que pour 1 millilitre de produit, on est à 1 kilocalorie. Donc si je bois 2 litres, je suis à 2000 kilocalories. Il n'y a pas d'effet indésirable comparé, par exemple, aux corticoïdes. On a une normalisation du métabolisme osseux. Ça se prend par voie orale, donc c'est physiologique. Ça peut être bu par la bouche, comme je vous ai dit. Sinon, on le passe sur sonde. On a une très bonne tolérance digestive, une reprise de la croissance du patient parce que en fait, c'est calorique, c'est nutritionnel et donc la reprise de la croissance, elle se fait au bout de quelques jours de prise de Modulène et on améliore la qualité de vie du patient. Les inconvénients. Si le péros n'est pas possible, c'est la sonde nasogastrique où en pratique, on le fait plus. Ça a été fait à un moment, mais maintenant, on le propose si jamais, mais franchement, on le voit très, très peu. Une difficulté à convaincre le patient et ou sa famille de la pertinence de la prise en charge nutritionnelle. On est quand même sur une monodiète sur le Modulène exclusif. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, globalement, on n'autorise que le Modulène. Alors, exceptionnellement, on peut dire qu'on peut rajouter un peu de Vanouten parce qu'on part sur un cacao sans sucre. Voilà, si vraiment c'est la raison, enfin, si c'est l'argument pour que le patient suive le Modulène exclusif 2 litres par jour, on autorise ça. Par contre, ça ne peut pas être, dans la règle, il n'y a pas de petits bouts de pain, de petites pâtes, de petits bonbons à côté. On est sur une monotexture, donc ça reste une alimentation liquide et il n'y a pas de mou ou de texture purée ou autre, non, c'est vraiment que liquide, il n'y a pas de morceaux. C'est compliqué au quotidien si le patient va à l'école, s'il est en voyage, s'il y a des voyages scolaires de prévus et que nous on dit très bien, on va te mettre en place le Modulène et qu'en fait il partait en classe de neige, ça peut être un frein à la prise en charge. Nous, on fait le PAI, donc le protocole individuel pour l'école, pour mettre en place ça, pour la cantine, ou en tout cas que les soignants, que l'infirmière scolaire et la maîtresse, etc., soient au courant de la mise en place de ce traitement. Et l'observance du patient, donc là, en fait, ça reste une problématique dans le sens où le patient peut nous dire oui, je le bois bien et en fait, c'est pas vrai, ou nous dire, voilà, très honnêtement, en fait, j'y arrive pas, ou là, j'ai eu le cas il y a 2 jours d'un patient qui buvait bien la quantité de Modulène recommandée, mais par contre, à côté, c'était trop dur pour lui de pas manger, donc il mangeait des nouilles chinoises, des petits gâteaux, etc. Donc là, on n'est pas dans l'exclusif. Pour déterminer les besoins énergétiques de Lucas, nous, on utilise les apports recommandés en énergie en tenant compte de son retard staturo-pondéral. On a des courbes, des tableaux de l'AFSA 2000 et de l'EFSA 2017. Là, dans notre cas, pour Lucas, on était sur un patient qui avait un niveau d'activité physique, donc le NAP faible, parce qu'il avait tellement mal qu'il n'allait plus à l'école et en gros, il était dans son lit toute la journée, donc il n'était pas en grande forme physique.
ses besoins nutritionnels, du coup, étaient de 2550 calories par jour selon nos petits calculs. À ça, on va ajouter plus 30% de situations d'agression parce qu'il a une pathologie inflammatoire chronique active. Donc, on arrive à des besoins énergétiques pour Lucas de 3300 calories par jour. La prise en charge nutritionnelle que l'on va alors proposer, c'est une prescription de 3 litres de Modulène par jour. Donc, il a 15 ans. Forcément, c'est un ado. Les besoins énergétiques sont plus importants qu'un enfant de 8 ans. Donc, on est sur 3 litres de Modulène exclusif par jour pour 8 semaines. C'est un peu le bilan qu'on lui propose. Un bilan sanguin tous les 3 jours en ville pour prévenir et surveiller un éventuel syndrome de renutrition inapproprié parce que, au vu de sa prise de sang et de son état en consultation, il nous disait qu'il ne savait pas si c'était normal, mais il sentait son cœur battre fort, etc. Voilà, donc on n'était pas hyper rassurés de le laisser rentrer comme ça à la maison, mais c'est ce qu'on a fait pourtant. Et donc, tout s'est très bien passé, mais en fait, voilà, c'est très important dans le cas d'une dénutrition sévère si quand même le patient peut rentrer chez lui. Il était objectivement sur ses 2 jambes, il est rentré en métro, voilà. Ça nous a un peu inquiétés, mais ça s'est très bien passé. Il faut faire très attention quand même et ne pas oublier, nous, enfin, on est très focus quand même sur la nutrition au sens large, mais on est là avec notre petit Modulène, est-ce qu'il va aimer le lait, machin, mais en fait, il faut quand même essayer de prévenir le SRI dans ces cas-là. Donc, il a fait sa petite prise de sang tous les 3 jours en ville, qui était faxée dans le service. Et un point téléphonique avec la diététicienne 3 jours après la consultation. Et sinon, c'est le cas quand le patient il est hospitalisé. Je vous rappelle, comme c'était écrit sur le schéma précédemment, qu'on le rappelle 3 jours après pour savoir s'il va bien. Et prochaine consultation de suivi dans 2 semaines au vu de la gravité de Lucas. Sinon, on revoit les patients, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les 3 à 4 mois en suivi. On revoit Lucas 2 semaines plus tard. Il va mieux. Il est moins fatigué, moins douloureux. Il retourne au lycée, donc socialement parlant, pour un adolescent, c'est quand même très, très important. Son poids est de 42,1 kg, donc plus 3,5 kg en 2 semaines. La taille, ça n'a pas bougé, mais c'est normal parce qu'en pédiatrie, en tout cas, on sait que le patient reprend, il faut qu'il reprenne d'abord en poids. Et la taille, ça va remonter, mais ce sera toujours secondaire. Il boit 2,5 à 3 litres de Modulène par jour sur les 3,3 litres recommandés pour ses besoins énergétiques. Il a 1 à 2 selles par jour, mais non nocturnes, donc on n'est plus sur le critère de gravité des selles nocturnes. Il a une CRP à 9 mg par litre pour une norme inférieure à 5. Donc on n'est pas encore dans une CRP non inflammatoire, mais il partait quand même de 86,9 mg. Donc en 2 semaines, on est quand même très content de ce chiffre. Il a une très bonne tolérance au Modulène exclusif et il veut poursuivre la nutrition entérale exclusive par Modulène encore pendant 6 semaines parce que ça lui convient et fait ses petits shakers dans sa gourde pour aller à l'école et le reste, il le prend à la maison et c'est très confortable pour lui. Donc, on l'encourage en ce sens. Petit quiz pour vous. Si Lucas ne voulait pas poursuivre la nutrition entérale exclusive, que lui proposeriez-vous? Petit 1, commencer le traitement sous anti-TNF rapidement. Prendre des corticoïdes pendant au moins 6 semaines pour calmer l'inflammation avant de mettre en place le traitement par anti-TNF. Ou mettre en place une sonde nasogastrique pour passer le Modulène. Ou suivre le régime CDED. Je vais vous donner les résultats. Du coup, sur le quiz, vous avez été nombreux à répondre la réponse 2, prendre des corticoïdes pendant au moins 6 semaines pour calmer l'inflammation avant de mettre en place le traitement par anti-TNF. Donc oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est juste que nous, en pédiatrie, les corticoïdes, en tout cas à long terme, on est d'accord, pas sur 6 semaines, mais sur plus longtemps, sont quand même... peuvent stopper la croissance et avoir des effets secondaires que nous, c'est la raison pour laquelle on ne les propose pas en première intention, mais on n'est pas obtus à les mettre si nécessaire. C'est juste qu'idéalement, on va plutôt mettre en place une sonde nasogastrique pour passer le Modulène, mais comme je vous ai dit en pratique, ça ne se fait pas, mais on le propose aux patients. Et sinon, suivre le régime CDED.
on voit vraiment le patient, si le modulène, c'est vraiment un problème, si il n'arrive même plus, il en a marre, il est lassé et qu'il ne prend plus, je sais pas moi, qui prend à peine 100 millilitres par jour et encore, là, c'est clair et net qu'on s'arrête, c'est pas possible, et on met en place les corticoïdes, comme vous l'avez dit. Si par contre, il arrive quand même sur les 3 litres recommandés à prendre 1 litre, 1,5 litre, effectivement, on va lui proposer quand même de suivre le régime CDED. Où là, en fait, pour vous donner quelques petites infos, donc le régime CDED, si vous ne le savez pas, on est sur, en phase 1, 50% de modulène au niveau de l'apport énergétique et 50% d'aliments, selon une liste assez restreinte, mais moi, je trouve que c'est plus sympa de prendre du modulène avec quelques petits aliments à côté. Certes, il n'y a pas pizza, McDo dans ces aliments-là, mais il y a par exemple des pommes de terre, du riz, des bananes, des pommes. Et en fait, c'est l'idée d'associer le modulène avec quand même quelques aliments qu'on peut trouver dans la vie courante et au moins ne plus être que sur un mono-aliment. Là, on peut varier les textures, etc. Donc, mais ça, c'est un peu mon avis à moi. Mais on laisse toujours le choix au patient en lui expliquant tout ce qui est possible. Donc ça, on fait ça pendant 6 à 8 semaines, la phase 1. Ensuite, on passe, comme on a vu sur le schéma que je vous ai mis au tout début. Ensuite, si c'est OK pour lui, on passe à la phase 2, où là, il n'a plus que 25% de modulène, pardon. Donc, si on était de base sur un patient où il lui en fallait 2 litres, grâce à la phase 1, il peut en boire que 1 litre. Et en phase 2, 6 semaines à 8 semaines après, il en prend que 500 millilitres par jour. Et ce qui gardera la même quantité pour la phase 3. Et à chaque fois, en fait, en fonction de la phase 2 et de la phase 3, on réintroduit certains aliments en plus, on allège le régime. Voilà pour les grands principes du CDED. Je vous ai mis un exemple de menu qu'on pourrait proposer à un patient en phase 1 avec 1,5 litre de modulène par jour. Donc, par exemple, pour le petit déjeuner, ça pourrait être 500 millilitres de modulène plus une part de gâteau à la banane maison composé de farine de riz, huile d'olive, banane, œufs et miel. Au déjeuner, il pourrait prendre un shaker de modulène de 225 millilitres avec des petites carottes râpées, vinaigrette, la vinaigrette composée d'huile de colza et de jus de citron, une omelette de pommes de terre avec de l'huile d'olive, une pomme. Et au goûter, un milkshake avec 500 millilitres de modulène et 5 fraises dedans. Une part de gâteau au citron, c'est le même que le matin, sauf qu'au lieu que ce soit à la banane, c'est au citron. Le soir, un shaker de 225 millilitres de modulène avec du riz blanc au curcuma, un poulet braisé au coulis de tomates maison et une tranche de melon. Donc ça fait partie des aliments qui sont autorisés dans le CDED phase 1. Et ça permet aux patients, en gros, c'est un peu... là, c'est un gros résumé que je vous fais, mais c'est en gros, soit le patient boit 3 litres par jour de modulène, soit sinon, il a le droit, c'est OK pour nous, qu'il consomme, par exemple, ce type d'alimentation. Les intérêts, du coup, du CDED, avantages et inconvénients. Pour les avantages, on a 50% de modulène en moins à boire, une alimentation variée et équilibrée, une meilleure compliance que la nutrition entérale exclusive, une efficacité comparable avec que la nutrition entérale exclusive. C'est pareil, c'est par voie orale, donc c'est physiologique. On a une très bonne tolérance digestive avec les aliments choisis. Les inconvénients, c'est que ça reste quand même un régime strict. Alors moi, je trouve moins strict que du modulène exclusif, mais ça reste un choix d'aliments restreint. Le régime ne comprend pas d'aliments transformés. Il y a un temps important, tout est relatif, mais il y a un temps en tout cas à consacrer à la cuisine parce qu'on va être globalement sur des aliments avec des recettes où il faut faire du fait maison. Dans ce cas, si le patient part sur le CDED, on met tout en place pour faire le PAI à l'école pour qu'il puisse ramener son petit panier repas le midi à l'école, au collège, au lycée, etc. Là où effectivement ça peut être quand même compliqué, c'est de ne pas manger pareil que le copain,
au quotidien, l'école, les colonies de vacances. On a eu un patient qui était très bien sous le régime CDED et qui nous dit, par contre, l'année prochaine, je rentre en internat. Donc, la maman très motivée qui voulait commencer à venir faire les repas à l'internat. Mais en fait, je pense que sur le long terme, c'est juste pas vivable. Donc, ça, c'est nos petites contraintes quand le CDED se passe bien, que le patient et la famille sont assez coopératifs. C'est en fait la vie, c'est-à-dire les vacances, comment on fait quand toute la famille mange une glace. La glace, c'est pas autorisé dans le CDED phase 1, par exemple. Donc, voilà. Et différence d'alimentation avec la famille. Alors, vous avez des familles, je ne sais pas si c'est parfait le mot, mais des familles hyper motivées qui demandent du coup à faire la même alimentation pour toute la famille, pour les parents, les patients, etc. Comme ça, il n'y a pas de tentation. Bon, c'est quand même très strict, donc ça veut dire que la famille aussi se met à avoir un régime alimentaire très strict. Donc, ça fait en tout cas partie des inconvénients du régime. Quand on revoit Lucas en consultation 6 semaines plus tard, il va encore mieux, il est moins fatigué, moins douloureux, il a un poids à 47,1 kg, donc plus 5 kg en 6 semaines. La taille, elle n'a encore pas bougé, mais on n'est que à 2 mois de la prise en charge sur une dénutrition sévère. Donc nous, en pédiatrie, on n'est absolument pas inquiet quand la taille n'a pas encore évolué au bout de 2 mois. Il a 1 à 2 selles par jour non nocturnes, donc comme la fois dernière. Il a une CRP cette fois-ci qui s'est bien normalisée à 4,5 mg par litre. Par contre, là, au bout des 6 semaines, Lucas nous dit écoutez, c'était bien sympa le Modulène, je l'ai pris, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que maintenant, j'aimerais bien commencer à remanger comme avant. Le traitement par Modulène s'achève pour Lucas. Comment réintroduisez-vous l'alimentation ? On vous refait un petit quiz. Donc, vous arrêtez le Modulène et proposez l'alimentation habituelle, ou vous réintroduisez l'alimentation habituelle sur 4 jours, un repas de plus par jour. Vous arrêtez le Modulène sur 15 jours en réintroduisant petit à petit l'alimentation habituelle, ou vous réintroduisez l'alimentation et vous conservez le Modulène en plus. Donc, la réponse, c'est vous réintroduisez l'alimentation habituelle sur 4 jours, un repas de plus par jour. Il faut se remettre dans le contexte que ça fait 2 mois que le patient boit que du Modulène et aucun autre aliment solide. Donc, le tube digestif, il s'est quand même habitué pendant 2 mois à avoir que du liquide. Ce n'est pas l'idée de reprendre tout de suite avec une alimentation solide d'un coup. Et en tout cas, une alimentation solide totale d'un coup. Donc, nous, on leur propose de réintroduire sur 4 jours. Donc, en gros, on pourra en reparler après si vous voulez, mais on leur demande de choisir le repas où ils veulent remanger quelque chose pour le premier jour de réintroduction. Donc, par exemple, ils vont nous dire le soir. Et donc, matin, midi, goûter, ils restent avec le Modulène. Et le soir, ils se font un petit repas léger avec les aliments qu'ils veulent, mais équilibré, mais on va dire en tout cas pas la tartiflette et la raclette pour le premier repas, parce que c'est un peu trop pour un intestin qui avait été au repos depuis 2 mois en quelque sorte. Et puis ensuite, le deuxième jour, ils peuvent choisir donc un autre repas sur la journée, donc mettons on va dire le midi, et donc ils restent avec le petit déjeuner et le goûter en Modulène, et midi et soir un repas qu'ils veulent, etc. Donc on fait ça, on réintroduit, on baisse progressivement le Modulène et on réintroduit les petits repas en fonction. Et on peut aussi choisir, donc c'était un peu piège, il y avait 2 petites réponses correctes. Vous réintroduisez l'alimentation et vous conservez le Modulène en plus. Donc là, c'est idéalement si le patient n'est pas fâché définitivement avec le Modulène et qui veut bien en garder quand même un peu, mais pas autant qu'avant. On va pouvoir lui proposer d'en garder, idéalement, on va dire, notre but, c'est un peu s'il peut garder 500 ml par jour, pas plus, enfin, c'est déjà très bien, et 250, c'est mieux que 0, par exemple. Donc, il en garde un peu, qu'il prend quand il veut, à n'importe quel moment de la journée, ça nous est complètement égal, si c'est au petit-déj, au goûter ou avant de se coucher. Et il reprend une alimentation correcte, on va dire, équilibrée. Quand on revoit Lucas 12 mois plus tard, donc au bout d'1 an de prise en charge, on voit clairement sur la courbe de croissance à droite qu'elle est quand même plus sympa qu'à l'arrivée. Lucas va bien,
il est passé en première. Il boit aujourd'hui 250 à 500 ml de Modulène par jour en fonction de ses envies et de comment ça se passe. Son poids est de 60 kg, donc on a réussi à le remettre sur la courbe de la moyenne. Alors, on n'est pas encore sur les plus 1 dérivés standards où il évoluait avant la maladie, mais on a quand même en 1 an une très belle remontée. Pour la taille, cette fois-ci, vous avez vu, comme on a dit, c'était plus long. Ça a quand même monté, donc il est à 1,66 m. Il est à plus 1 dérivée standard au niveau de son rattrapage, comparé à quand on l'a récupéré. On a un bon rattrapage pondéral en cours, mais on n'a pas de remise sur le couloir initial de la taille. Et en fait, malheureusement, c'est là que je voulais attirer votre attention. En pédiatrie, souvent quand la maladie est diagnostiquée ou qu'une poussée arrive pendant un peu des périodes clés de la croissance, comme la puberté, ce qui était le cas pour Lucas, malheureusement, on aura souvent, un retentissement sur la taille. Donc, il a quand même regrandi, il a continué à grandir comparé à la taille à son arrivée dans notre service. Mais c'est très probable qu'il aura, entre guillemets, perdu des centimètres dans la bataille, malheureusement. C'est ce qu'on retrouve sur des cas plutôt graves, mais ce n'est pas si rare que ça en pédiatrie, en tout cas principalement à l'adolescence, quand on est sur la période de la puberté. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément chez l'adulte, parce que une fois que l'adulte a atteint sa taille d'adulte, qu'il a une poussée ou que c'est la découverte de la maladie, il pourra perdre du poids, mais par contre, il ne va pas rétrécir. Donc, nous, tout l'enjeu de la prise en charge nutritionnelle en pédiatrie, c'est quand la maladie est déjà là, de faire en sorte qu'elle ne se réveille pas, ou en tout cas de la prendre en charge rapidement en cas de poussée. Et quand elle est diagnostiquée à l'adolescence, on essaie de mettre un peu les bouchées doubles, mais en tout cas de bien contrôler au niveau des suivis, que le patient reprenne bien du poids, que la maladie, au niveau, quand l'inflammation est présente, on arrête de grandir, parce que le corps ne peut pas tout gérer en même temps. Il est focus sur l'inflammation, donc la croissance s'arrête. Donc le but, c'est que l'inflammation, la CRP augmentée, etc., ne dure pas trop longtemps. Je vous ai mis un peu le schéma de la fréquence de la prise en charge diététique lors d'une découverte de la maladie de Crohn à l'hôpital Necker. Donc, les petites étoiles, c'est à chaque fois que le diététicien voit le patient soit en hospitalisation, soit en consultation, ou alors ça peut être un appel téléphonique, une réponse, on contacte les parents par mail ou par téléphone, ou ils étaient présents en hôpital de jour, ou dans le service, ou en consultation, et vous avez un peu à chaque fois la précision de l'acte de la prise en charge diététique à ce moment-là. Donc, assez régulier, mais en même temps, voilà, c'est passé principalement au début sur le S0 jusqu'à la semaine 2. On essaie de ne pas trop les lâcher, puis après, au fur et à mesure, en fonction du bras qu'il choisit, s'il part sur le CDED, évidemment, la prise en charge diète va être encore plus importante pour répondre à ces questions et pour tout apprendre le régime aux patients, etc. Le rôle du diététicien dans la prise en charge diététique de la maladie de Crohn, donc il est assez important. Lors de l'hospitalisation ou en consultation, on va surveiller avec l'aide évidemment du médecin, mais du poids, de la taille, de la CRP, de l'albumine, de la ferritine et de la calprotectine. On va calculer les besoins énergétiques du patient pour connaître la quantité de Modulène à prescrire. On va faire attention que le patient ne développe pas de carence en calculant ses ingestats. On a une prise en charge de la dénutrition si le patient est concerné par ça, un intérêt de la nutrition entérale sous Modulène, où là, en fait, en tant que diététicien, on va essayer, on a peut-être un peu plus les mots que le médecin pour essayer de promouvoir la nutrition entérale exclusive plutôt que les corticoïdes.
On peut remettre aux patients le livret Modulène, mode d'emploi et conseil nutritionnel de Nestlé. Et puis, s'ils partent donc sur l'idée du Modulène, moi, je leur remets le petit checker. Comme ça leur fait un petit cadeau, ils sont contents. Mais c'est surtout, ils identifient que c'est plus pratique pour la reconstitution, etc. On peut faire appel à un prestataire à domicile pour le confort de la famille, pour la livraison du Modulène si besoin, ou bien avec l'ordonnance, ils peuvent le récupérer dans toutes les pharmacies, officines de ville sans problème. On va avoir un appel du diététicien 2 à 3 jours après la sortie du patient pour savoir si ça se passe bien. Et le diététicien doit se rendre disponible par mail et par téléphone pour répondre aux questions du patient ou d'urgence si besoin. On adapte le régime CDED au goût du patient. On donne des recettes. On fait l'accès à la plateforme Modulène pour le patient, Modulife pour le patient. Et là, le diététicien aura un rôle au propos de l'observance du CDED. Ça va être en fonction des échanges qu'on aura avec les parents, les patients. Si on est sur des parents qui nous appellent quand même très régulièrement parce qu'ils veulent être sûrs de ne pas faire n'importe quoi, etc. On se dit, bon, ils ont l'air quand même de gérer. Et en fait, on n'a aucun moyen de voir si on ne peut pas doser dans le sang le CDED. Donc, on ne peut pas savoir si le patient fait bien attention et qu'il n'y a pas d'erreur de régime. Au niveau de l'interrogatoire alimentaire, ça va être important d'être assez précis. Moi, en consultation, je fais un rappel des dernières 72 heures et j'essaie de leur demander les marques des produits pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de soucis et demander les modes de cuisson. Comme ça, on peut réajuster au fur et à mesure lors de la consultation. Il faut donner et expliquer au patient et à sa famille les conseils de réintroduction des aliments post-modulènes exclusifs. On peut aussi donner et expliquer au patient et à sa famille les conseils alimentaires en cas de MICI. Donc ça, c'est un peu les conseils généraux qu'on donne, rien à voir avec le CDED. C'est juste quand on a une pathologie chronique, MICI, maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, on a fait une petite fiche de conseils généraux sur ce qu'on recommande le plus possible au niveau de l'alimentation des patients. On donne et on explique le régime sans bouchon si le patient a une sténose et une disponibilité du diététicien par mail et par téléphone pour répondre aux questions. Là, je vous ai mis une petite slide pour voir comment, par exemple, dans le CDED, on peut remplacer les aliments qu'on pourrait connaître de la vie courante versus les aliments qui sont autorisés dans le CDED. Donc, par exemple, on remplace le beurre par l'huile d'olive ou de colza, etc. Et donc, pour conclure, le binôme diététicien-médecin est hyper important. En fait, il y a des choses qu'eux, ils font que moi, je ne pourrais pas faire. Et à l'inverse, ils ont vraiment besoin du calcul des besoins énergétiques, des ingestats et de voir où on en est dans la dénutrition, etc. Donc, un binôme diète-médecin qui est vraiment formidable quand c'est bien mis en place dans le service. C'est très sympa. L'idée, c'est toujours de travailler en équipe pluridisciplinaire. On a aussi une psychologue et une infirmière coordinatrice qui est présente dans le service. Un suivi très important avec la famille et le patient. L'idée, c'est de toujours retenir qu'il faut toujours s'adapter. Nous, on peut avoir nos objectifs et proposer des choses au patient, mais en fonction de sa vie, si finalement il va en colo, si finalement il ne veut pas, parce que samedi, il y a les copains qui viennent à la maison, etc. Le but, c'est toujours d'essayer de trouver des compromis et de s'adapter. Avoir une disponibilité du diététicien en hospitalisation, en consultation, par mail, par téléphone, partout. Un temps diététique, évidemment, si vous êtes diète dans un service où vous gérez déjà 10 services, je pense que ça va être compliqué, mais tout est faisable. Mais évidemment, c'est un temps de diète important. Et donc, moi, à Necker, je suis sur un poste de diététicienne spécialisée en MICI à temps plein, où je fais des consultations en binôme médecin-diète 3 fois par semaine et conseils diététiques pour les patients en hôpital de jour et en hospitalisation. Et toujours un peu la hotline de répondre aux questions par mail ou appel des parents. On reste à leur disposition si nécessaire. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci à Émilie pour cette présentation. Avec plaisir, merci à vous. Qui a permis justement de voir cette expérience à l'hôpital Necker. J'espère que vous avez pu tous profiter et apprendre de l'expérience d'Émilie. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end et à très bientôt pour un prochain épisode des Cafés Crohn. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.